Cher gouverneur, chers candidats et candidates à la mairie de la ville de Montréal, Madame Valérie Plante, Monsieur Denis Coderre, Monsieur Bellarana Holness, distingués invités. Bienvenue aux échanges des candidats et candidates à la mairie de Montréal sur le thème de l'avenir de la montagne qui se déroule dans le cadre des élections municipales 2021. L'événement est organisé par les Amis de la Montagne et prend place au pavillon du lac aux Castors sur le Montréal, in case you didn't know where you were. Bienvenue aux gens dans la salle et ceux qui nous suivent en ligne, puisque les échanges sont diffusés en direct sur notre page Facebook. Je vous rappelle que la rencontre sera enregistrée et vous pourrez revisionner les échanges via notre page YouTube. Ce soir, nous sommes honorés de recevoir les 4 candidats aspirant à la mairie de Montréal. Nous avons hâte d'entendre leur vision d'avenir pour le Montréal et de connaître leur plan pour aborder ces enjeux. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Hélène Panayotti, directrice générale des Amis de la Montagne, pour la reconnaissance du territoire et la présentation des enjeux de la montagne. Mme Panayotti. Bonsoir. Très heureuse de pouvoir vous accueillir en chair et en os. J'aimerais commencer aujourd'hui en vous parlant un peu des réflexions des Amis de la Montagne sur la vérité et la réconciliation. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation et aussi la journée du chandail orange. Les deux rendent hommage à la résilience des peuples autochtones et reconnaissent les répercussions du colonialisme historique sur les membres des Premières Nations, des Inuits et les Métis de l'île de la Tortue. À ce titre, je pense qu'il est important pour nous tous de réfléchir à la manière dont le colonialisme s'est manifesté et continue de se manifester dans nos propres cadres personnels et professionnels. En tant qu'organisme local, travaillant sur un territoire non cédé et se souciant profondément de la protection du patrimoine naturel de Tiohtià:ke-Muniyang, il est de notre devoir de nous assurer que notre voix n'éclipse pas celle des Autochtones de cette terre, mais trouve plutôt un moyen de travailler à titre d'alliés. Les Amis de la Montagne sont au début de leur démarche de décolonisation. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais nous nous engageons à trouver des moyens de mieux faire et nous accueillons avec ouverture les commentaires de la communauté sur la meilleure manière de renforcer les relations avec les peuples de ce territoire. Aujourd'hui, nous aimerions également reconnaître notre rapport avec le territoire de Tiohtià:ke-Muniyang, sur lequel nous vivons et nous travaillons. Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui est un territoire non cédé et nous reconnaissons que cette terre a été et demeure toujours un lieu de rassemblement important pour les nombreux peuples autochtones, notamment la nation ghanéenne Gahaga de la Confédération Haudenosaunee, la nation Wendat, la nation Obanaki et la nation Anishinaabe. Nous exprimons notre profonde gratitude à ces nations qui ont soigné cette terre en veillant à ce qu'il y ait autour de nous une aussi riche biodiversité que nous nous devons de continuer de respecter.
À la veille des élections municipales, les Amis de la montagne ont lancé une campagne de sensibilisation auprès de toutes les candidates et candidats qui vise à réitérer leur engagement envers le Mont-Royal. Nous avons invité ces candidates et ces candidats de la Ville de Montréal, tous, à signer les 5 priorités pour la montagne qui se retrouvent sur le site web des Amis. Nous avons déjà recueilli plus d'une trentaine d'engagements formels et nous invitons tous les candidats à le faire d'ici le 7 novembre. Les Amis de la montagne ont identifié 5 priorités à mettre rapidement en place avec les ressources nécessaires à l'appui d'une œuvre pérenne qui permettra à la montagne d'assurer l'intégrité de ses patrimoines et de sa biodiversité. Tout d'abord, nous espérons que la présence emblématique du Mont-Royal dans la ville de Montréal, ainsi que ses vues, soient mieux protégées afin de faire rayonner ce bien commun qui est le nôtre et qui est si cher aux Montréalaises et aux Montréalais. Deuxième priorité, nous souhaitons que les sites patrimoniaux exceptionnels à restaurer autour de la montagne, comme par exemple le Royal Vic et l'Hôtel-Dieu de Montréal, préservent leur intégrité ainsi que leur vocation publique et qu'ils demeurent une propriété publique et un bien commun. Nous voulons que la protection et l'amélioration de la santé des milieux naturels et des paysages de la montagne soient une priorité et que les investissements soient à la hauteur des défis. Nous voulons que la montagne soit un lieu accessible pour tous, accueillant, sécuritaire, et que les usages qu'on y pratique cohabitent harmonieusement. Enfin, nous espérons que tous les projets sur la montagne soient réalisés de manière concertée et exemplaire, ainsi que les candidats s'engagent à poursuivre la démarche de reconnaissance du Mont-Royal à titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour échanger sur cette vision et les priorités pour la montagne, ce soir, nous sommes très heureux de réunir les 3 candidats à la mairie de Montréal. Sans plus attendre, j'invite donc à venir me joindre sur la scène Valérie Plante, chef de projet Montréal, Denis Coderre, chef d'ensemble Montréal, et Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et pour animer cet échange, j'invite Mme Rachel Légère, qui a été la directrice du Biodôme jusqu'en 2017, chroniqueuse scientifique et maintenant qui est administratrice engagée, notamment au sein des Amis de la montagne, à venir nous joindre. Je lui cède la parole afin qu'elle vous explique le déroulement de cet échange. Merci, je vous souhaite un très bel échange. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Madame Valérie Plante, Monsieur Denis Coderre, Monsieur Balarama Holness, c'est un honneur d'animer cet échange concernant ce site exceptionnel qui me tient vraiment à cœur. Merci de votre intérêt pour le Mont-Royal. Je vais vous donner quelques précisions pour le déroulement de l'échange de ce soir. Dans un premier temps, je présenterai les candidats et les inviterai à prendre la parole à tour de rôle pendant 2 minutes pour nous présenter leur vision pour le Mont-Royal et leur plan pour faire face à ces défis. Par la suite, je les inviterai sur scène à tour de rôle. Chacun devra répondre à 4 questions préparées par les Amis de la montagne et disposera de 2 minutes pour répondre à chacune de ces questions. Les questions des Amis de la montagne seront suivies de questions du public et de journalistes d'une durée d'environ 5 minutes,
soit à peu près 1 minute par question selon le nombre de questions. Les questions du public ont été recueillies à l'avance auprès des personnes inscrites à l'événement. Chers candidats, chères candidates, nous allons entrer dans le vif du sujet, soit votre vision pour le site patrimonial du Mont-Royal. Vous aurez donc 2 minutes pour nous livrer ce segment de l'échange. Le gardien du temps, Jean-François Roy, vous présentera un carton jaune lorsqu'il vous restera 15 secondes et un carton rouge pour vous indiquer que votre temps est écoulé. Donc, on vous demanderait beaucoup de discipline pour qu'on puisse faire le tour avant la fin de la soirée. Donc, voici maintenant nos candidats qui, à tour de rôle, vont répondre à la première question. Suite à l'annonce de ce matin, Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal se sont fusionnés sous la bannière de Mouvement Montréal. Je vous présente donc le chef de Mouvement Montréal, M. Balarama Holness. Il a été fondateur de Montréal en Action et ancien demi-défensif pour les Alouettes de Montréal. Il a complété des études en droit avec une spécialité en droit constitutionnel à l'Université McGill. M. Holness, à vous la parole sur votre vision du Mont-Royal. C'est correct si je peux. Merci beaucoup. Tout d'abord, ça me fait un grand plaisir d'être ici. J'aimerais saluer M. Denis Coderre et la mairesse Plante d'être ici aujourd'hui. Et quand je suis venu aujourd'hui à la montagne, ça me rappelle que j'ai appris à patiner au lac des Castors en 1993. C'est un parc, c'est un joyau et c'est quelque chose qu'il faut protéger et il faut être vigilant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment 2 partis qui tiennent à cœur l'environnement. Projet Montréal, la mairesse et Mouvement Montréal. Nous sommes des partis qui veulent vraiment s'assurer qu'on reste vigilant, qu'on protège nos espaces verts et qu'on s'assure que l'aménagement de territoire est fait en cohésion avec l'environnement. Et donc, c'est certain qu'on n'aura aucun édifice qui va dépasser le Mont-Royal. Je suis certain que la mairesse était très claire sur ça. De plus, Mouvement Montréal, on va aller un peu plus loin, de s'assurer qu'on a une ceinture verte autour de l'île pour s'assurer que même peut-être à 100 mètres, on ne va pas dépasser. Et ce ceinture vert-là, on peut le faire avec des spécialistes, des architectes, des urbanistes, pour s'assurer que ce n'est pas 234 mètres, mais peut-être 100 mètres, au moins peut-être 500 mètres du Mont-Royal. De plus, le Royal Vic, l'Université de McGill, j'ai pris le temps de leur parler sur un projet de près de 1 milliard de dollars. Donc, il faut être vigilant avec comment que nous dépensons ces sous-là, c'est quoi la gouvernance avec tout ce projet-là et s'assurer que les Amis de la montagne et tous les autres organismes, les acteurs de changement s'assurent que c'est fait en cohésion avec cette belle vue. De plus, est très important, le Mont-Royal doit rester accessible. En tant que père, j'ai de la difficulté avec ma poussette de monter, surtout sur la rue Peel. Il faut faire en sorte que c'est accessible pour tous les Montréalais et Montréalaises, même ceux à mobilité réduite, les parents et tous les Montréalais et Montréalaises. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci, M. Holness. Merci beaucoup. Il a été élu à 6 reprises à la Chambre des communes de 1997 à 2013 dans la circonscription de Bourassa et a été maire de Montréal de 2013 à 2017. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal et détenteur d'une maîtrise en administration pour cadres de l'Université d'Ottawa. Il est le chef d'Ensemble Montréal. Monsieur Denis Coderre, à vous la parole. Alors, bonjour à tous. Premièrement, Peter, it's a pleasure to meet you again. C'est un grand plaisir. Merci pour tout ce que tu fais avec les Amis de la montagne. Madame Légère, c'est sûr que vos 30 ans au Biodôme est une inspiration de tout instant. Vous en avez vu des choses pendant tout ce temps-là. Je remercie notre directrice générale également. C'est pas compliqué. On a tous signé les 5 priorités.
Si le passé est garant de l'avenir, vous savez qu'on avait investi déjà massivement dans la réfection pour assurer la pérennité du lac des Castors. On a travaillé sur le chalet, on a travaillé sur la maison Smith. Je pense qu'il est aussi essentiel et important qu'on vous donne les outils pour qu'on puisse avoir un partenariat décent entre les Amis de la montagne et puis la Ville de Montréal. On peut vous faire des belles promesses, mais à un moment donné, ça prend aussi les outils et les ressources pour le faire. Donc, autant, nous, on a remarqué malheureusement dans les 4 dernières années qu'il y a eu une baisse au niveau des investissements pour la protection du Mont-Royal. Donc, on va s'assurer de mettre les montants à bon escient, pas seulement pour protéger la montagne, mais aussi donner les outils nécessaires aux Amis de la montagne pour assurer cette magnifique concertation. Je pense que ça, c'est aussi très, très important. Bon, nous, à l'époque, on voulait s'assurer que le Mont-Royal soit patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas eu de demande pendant les 4 dernières années, mais vous pouvez vous assurer que notre administration, avec notre équipe, on va travailler de tout instant pour pouvoir le réaliser. Alors, on avait parlé évidemment de la question de la densité, inquiétez-vous pas, il n'y a pas question d'augmenter plus haut que le Mont-Royal, mais il est essentiel d'avoir des débats sur la densité et la définition du Mont-Royal. Mon ami Balarama disait qu'on devrait même pas plus que 100 mètres. Dans les 5 dernières années, l'administration actuelle n'a accepté 5 tours de 200 mètres. Donc, il faut avoir de la densité, il faut le faire correctement, mais il faut protéger notre montagne et ses vues, et c'est en ce sens que je veux le faire. On pourra travailler également sur la question aussi du chalet et de s'assurer qu'on puisse utiliser la journée d'aujourd'hui, je termine là-dessus, pour qu'on puisse faire encore plus de liens concrets entre la communauté des Premières Nations et puis le Mont-Royal. Merci beaucoup. Merci, M. Coder. Entrée en politique en 2013, elle est chef de Projet Montréal depuis 2016 et mairesse de Montréal depuis 2017. Elle a fait des études en anthropologie, en muséologie, en intervention multiethnique et possède une longue expérience dans le milieu communautaire. Madame Valérie Plante, je vous invite à prendre la parole sur votre vision du Mont-Royal. Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'ai envie de débuter en se rappelant que ça fait 145 ans que le Mont-Royal a ouvert ses portes. Et quand on se rappelle comment ça a été fait, ben c'est une administration, à l'époque, la Ville de Montréal, qui a décidé de préserver le Mont-Royal. Ça a coûté 1 million de dollars il y a 145 ans, ce qui est l'équivalent d'un budget annuel. Alors, vous imaginez le courage que ça a pris pour dire on va prendre de l'argent, autant d'argent à l'époque pour préserver le Mont-Royal. Et je dois dire que moi, c'est ce qui me motive dans mes actions concernant le Mont-Royal et l'ensemble des espaces verts. C'est ce qui m'a motivé également à créer, à préserver les derniers grands espaces verts de l'ouest de Montréal qui étaient voués à avoir du développement immobilier pour en faire le plus grand parc municipal du Canada. C'est le Mont-Royal qui m'inspire. Quand je suis devenue mairesse, j'ai choisi que l'un de mes dossiers politiques serait le Mont-Royal parce que j'y crois. Cette montagne-là, elle fait partie de ma vie. Je la fréquente toute seule, je la fréquente avec les enfants, mais c'est vraiment la cour arrière des Montréalais, la plus grande cour de tous les Montréalais, les Montréalaises, et ils sont terriblement attachés. Et on a vu à quel point, pendant la pandémie, les gens sont venus ici justement pour profiter d'un bon bol d'air et faire du sport. Notre plan, bien, il est clair parce qu'on agit quand il est question de préservation des parcs, toujours de la même façon, et le Mont-Royal a une place toute spéciale. On travaille sur 3 axes, notre administration, ce qu'on a fait durant les 4 dernières années et qu'on va continuer dans le prochain mandat, si la population nous donne ce deuxième mandat. Tout d'abord, c'est de préserver, valoriser, mais également d'augmenter, de venir bonifier le Mont-Royal. On ne veut pas le gruger, on veut leur donner plus de place. On veut également s'assurer que les accès sont sécuritaires et diversifiés. Et le dernier, ben, c'est de pouvoir faire découvrir le Mont-Royal. Et là-dessus, ben, les Amis de la montagne font un travail incroyable. Et je vous remercie de rendre ce joyau accessible à tous les Montréalais et Montréalaises. Merci. Merci. Mais vous restez sur place parce qu'on continue avec vous. Madame Plante, je vous poserai 4 questions pour lesquelles vous aurez 2 minutes pour répondre. Je vous rappelle, le carton jaune et le carton rouge, vous les connaissez maintenant. Le 8 septembre dernier... Le jaune, c'est
15 secondes. Il vous reste 15 secondes et le rouge, c'est fini. C'est ça. Le 8 septembre dernier, l'Office de consultation publique de Montréal a lancé une consultation sur le plan directeur d'aménagement de l'ancien hôpital Royal Victoria. Ce processus sera l'occasion d'entendre la population sur ses souhaits pour ce site emblématique de Montréal et du Québec. Au-delà des considérations financières, quel leadership allez-vous exercer pour assurer une réalisation exemplaire de la requalification du Royal Victoria? Nous aimerions connaître votre vision et les aspects sur lesquels vous n'avez pas l'intention de céder. Merci beaucoup pour la question parce que de la planification urbaine et penser les ensembles plutôt que d'y aller à la pièce, je pense que c'est notre spécialité dans notre équipe à Projet Montréal. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec le Royal Victoria, c'est d'établir les conditions gagnantes, d'avoir un dialogue très, très franc avec eux pour dire, de un, il doit y avoir des accès publics. On doit garder une vocation publique aux bâtiments excédentaires, par exemple. On veut s'assurer que les accès soient bonifiés. On veut qu'il y ait toujours plus de façons d'entrer sur le Mont-Royal. Et l'autre élément qui était très important pour nous, c'était de pouvoir, quand je disais redonner au Mont-Royal, parce qu'au fil du temps, là, on l'a grugé quand même. Si on avait, à l'époque, laissé le développement immobilier se faire, bien, imaginez, on n'en aurait plus de montagne. Mais à chaque occasion qu'on peut, on doit ramener du Mont-Royal. Ça passe par les stationnements qui ne sont pas utilisés derrière le Royal Vic. Comment est-ce qu'on veut les redonner à la montagne? Et donc, s'assurer de venir bonifier. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut voir le contre-exemple. C'est vraiment ce qui s'est passé avec le 1420 Mont-Royal. L'administration précédente avait décidé de le laisser aux mains des promoteurs et finalement, on a perdu un élément important du Mont-Royal, du grand patrimoine du Mont-Royal, parce que bien sûr, il y a la montagne, mais il y a les partenaires tout autour. Pas question de condoiser, pas question non plus de rendre inaccessible la montagne. Pour nous, c'est de toujours augmenter cette accessibilité et de travailler de concert avec les partenaires parce que ça marche. Quand on met des conditions gagnantes, ça marche. Mais il faut être prêt à travailler, négocier, puis mettre son pied à terre en disant, là, on veut que ça demeure public. Merci. Je n'ai même pas tout pris mon temps. Je n'étais pas sûre, c'est parce que vous étiez sur votre téléphone, mais je pense que vous aviez le timer, hein, c'est ça? C'est ça. Un véritable cri du cœur a été lancé le 14 septembre dernier par les organismes de conservation des 9 collines montérégiennes. Ils réclament un plan d'action commun pour mieux protéger ces milieux naturels et faire face aux pressions causées par les changements climatiques. Comme mairesse et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, comment comptez-vous reconnaître et soutenir cette coalition et aider à protéger la biodiversité du Mont-Royal face aux impacts des changements climatiques et aux impacts du fort achalandage sur la montagne? Donc, beaucoup d'éléments de réponse là-dedans, mais si on peut tout de suite parler des Montérégiennes, donc le Mont-Royal qui en fait partie, puis on en est très fiers. Donc, j'appuie évidemment la coalition et tout le travail qu'ils font parce qu'encore une fois, on a vu ce que les Amis de la montagne et plein de groupes et la table du Mont-Royal, la table de concertation, ont fait pour préserver. C'est parce qu'il y avait des gens qui y croyaient à la mission du Mont-Royal qu'on a réussi à en faire ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un joyau, mais également un symbole de Montréal. Alors, évidemment, comme présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, mon appui est déjà très présent. Il y a des groupes de travail et, évidemment, on a beaucoup investi dans ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire un programme qui vise à préserver à l'échelle de la région métropolitaine des grands espaces verts, bien sûr, dont les montagnes. Et sinon, la deuxième partie, c'était... c'est à la fin de la journée. Comment comptez-vous reconnaître et soutenir cette coalition des 9 collines voilà. montérégiennes? Je pense que dans le fond, à titre de mairesse de Montréal, mais également comme présidente de la CMM. Et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges de pratiques qui peuvent être faits à ce niveau-là également, parce que si Montréal a été très innovatrice dans sa façon de protéger la montagne et la mettre en valeur. Et c'est là où je vais faire mon petit parallèle également avec la table de concertation, parce qu'il faut travailler avec les partenaires. Je parlais des partenaires institutionnels. On parle du Royal Vic, mais l'Université de Montréal. Il y a également les cimetières. Donc, il faut pouvoir protéger l'ensemble, mais ça veut dire d'avoir une voix qui est très, très forte.
et qui peut venir parler, entre autres, aux politiques, à la mairesse, à l'administration, et leur dire également qu'est-ce qui est nécessaire. Mais cette coalition-là doit se faire à l'échelle des villes où se trouvent les montérégiennes également, une coalition qui serait forte. Merci. La pandémie nous a démontré l'importance de la montagne pour les Montréalaises et les Montréalais qui y sont venus plus nombreux que jamais. Toutefois, la population grandissante de certaines activités, comme la course à pied hors sentier, le vélo de montagne, nuit à la santé des milieux naturels et à la sécurité des usagers. Que pensez-vous de l'idée de permettre de nouvelles activités sur la montagne, que ce soit des pistes de ski, du vélo de montagne et tout ça, sachant qu'il existe déjà des conflits d'usage et des signes accrus de dégradation des milieux naturels? Comment comptez-vous gérer ces conflits d'usage tout en rendant la montagne plus sécuritaire et plus accessible pour tous les usagers? Peut-être 2 éléments. J'ai envie de vous parler de l'accès, par exemple, sur le chemin, le chemin Camillien-Hood, voilà. C'est à Remembrance, on a décidé comme administration d'aller de l'avant en faisant un réaménagement qui allait être beaucoup plus sécuritaire et qui permettrait justement le mélange des usages. Évidemment, pour ce qui est de Camillien-Hood, il va falloir qu'on fasse un vrai chemin de parc, comme c'est prévu, comme l'a recommandé l'OCPM. Et pour nous, c'est très, très important d'écouter ce que l'OCPM a dit après avoir... C'était une des consultations les plus importantes. Ça, c'est le premier élément. Donc, s'assurer des accès sécuritaires pour les différents usagers, les véhicules motorisés, les cyclistes, les piétons. Maintenant, quand on parle dans la montagne, pas sur la route, pas la voie publique qui traverse la montagne, l'équilibre, là, il est fragile. On l'a dit, les gens adorent la montagne. On est de plus en plus nombreux à l'utiliser. Ça fait partie de notre vie. Et donc, de protéger les milieux est vraiment fondamental. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'avant d'accepter de dire oui à un nouveau mode, une nouvelle activité, il faut faire preuve d'extrêmement prudence. Parce que l'idée, par exemple, de dire « Ah, du vélo de montagne, on aime ça », je reprends cet exemple-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de tensions spécifiquement autour de ce mode-là. On aime le vélo de montagne, mais il ne faut pas oublier que pour que ce soit efficace, puis faut que ça soit, on s'en occupe bien des sentiers. Ça demande énormément de temps, d'énergie et une planification. Alors moi, comme mairesse et comme grande défenseur du Mont-Royal, et bien que je suis en faveur des pratiques de tous les sports, quels qu'ils soient, il faut aller avec énormément de prudence et s'assurer qu'on a un plan de préservation des différents milieux. Et en même temps, si on devait aller vers un nouveau mode, un nouveau sport, une nouvelle activité, d'avoir une planification intelligente autour de celle-là, parce que le Mont-Royal, il faut en prendre extrêmement soin pour les raisons qu'on connaît. Parfait. La semaine dernière, vous étiez dans les médias accompagné de l'architecte émérite Phyllis Lambert au sujet de la hauteur maximale des bâtiments au centre-ville. Vous souhaitiez réitérer l'importance de respecter le consensus établi en 92 quant aux hauteurs maximales des immeubles et le maintien de la présence emblématique du Mont-Royal dans le paysage montréalais. Qu'allez-vous faire concrètement pour respecter les hauteurs maximales permises tout en assurant un développement dynamique et attractif du centre-ville? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le tollé qu'a créé cette possibilité de construire au-delà des hauteurs permises, là, du 220 mètres, a révélé à quel point les gens sont attachés au Mont-Royal. Quand on est en bas du Mont-Royal, on veut voir la montagne, puis quand on est en haut, on veut protéger les vues, parce qu'on est la seule ville qui est non seulement une île, mais en son centre, on a une montagne. Alors, moi, je pense que ça a révélé qu'il ne faut pas toucher à notre Mont-Royal parce que c'est un joyau qui est collectif et pas question de permettre à certains de pouvoir admirer des vues parce qu'eux ont les moyens ou qu'ils se retrouvent en haut d'une tour. Et pour ce qui est du développement, je pense qu'il faut arrêter de se limiter à penser que la densification se fait nécessairement en hauteur. Elle peut se faire de multiples façons. Et à ce moment-là, c'est qu'il faut ouvrir un dialogue et voir ce qui se fait ailleurs et de d'autres manières. Et finalement, certains pourraient dire que si on ne fait pas en hauteur, donc il n'y a pas assez de densité, puis s'il n'y a pas de densité, on ne peut pas faire de logement abordable et social. Mais ça, je nous invite à beaucoup de prudence dans ce discours tout droit sorti de la bouche d'un promoteur.
parce qu'au final, quand on a un règlement clair comme le nôtre, qui est celui sur la métropole mixte, qui s'appelle le 20-20-20, où on travaille avec l'ensemble des constructeurs et des promoteurs pour faire du logement social et abordable, c'est possible. Alors, on peut être pour la déréglementation, mais au final, on ne protège pas le Mont-Royal. En fait, on le cache. En plus, ça n'amène pas nécessairement de résultats concrets de l'habitation. Moi, je pense en faisant preuve de volonté politique, de créativité comme les Québécois, Québécoises et surtout les Montréalais en ont, on est très bien capable de développer une ville, de continuer à développer une ville à échelle humaine. Parce que les gens à travers le monde ne viennent pas à Montréal pour voir des gratte-ciels comme on en verrait dans n'importe quelle ville générique aux États-Unis. Ils viennent à Montréal pour le Mont-Royal, pour voir le fleuve et sentir qu'ils sont sur une île. Merci. Merci beaucoup. C'était donc les questions des amis du Mont-Royal. Maintenant, est-ce qu'on a des questions du public? C'est Marilyn qui va poser les questions du public ou des journalistes. Oui, alors je tiens à préciser qu'on va d'abord commencer par les questions du public qu'on a reçues à l'avance, puis on a seulement accepté celles qui étaient en lien avec le débat aujourd'hui. Et ça sera de même pour les journalistes. Par la suite, ça sera seulement les questions qui sont en lien avec l'échange d'aujourd'hui qu'on va accepter au micro. Alors, la première question se lit comme suit. Je suis très préoccupée par la pratique du vélo de montagne qui semble être tolérée et incontrôlée sur le Mont-Royal. On m'a informé qu'il existe de nombreuses lois en vigueur pour contrôler ce type de comportement dangereux qui est pourtant interdit, mais pour une raison quelconque, elles ne sont pas appliquées. La question est pourquoi elles ne sont pas appliquées? Donc, il est vrai que le vélo de montagne est illégal. Il n'est pas permis sur le Mont-Royal. Et donc, les Amis de la montagne qui font un travail important de sensibilisation. Il y a eu une campagne avec les policiers aussi au niveau de signaler. Donc, il y a eu plus de présence policière. Mais je pense qu'il faut aller, premièrement, il y a beaucoup de travail à faire pour que les gens sachent que ce n'est pas permis. Et encore une fois, l'idée ici, je pense que la sensibilisation, elle est là, c'est qu'à chaque fois qu'on emprunte un sentier, on se dit, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, le vélo de montagne, comme la marche et tout ça, mais au final, c'est que ça vient fragiliser nos milieux qui sont déjà en surdemande dans certains secteurs du Mont-Royal. Alors, on va continuer à travailler avec les Amis de la montagne pour augmenter cette présence et faire de la sensibilisation que non, le vélo de montagne, en tout cas dans les conditions actuelles, c'est non. Parfait, merci beaucoup. Alors, la deuxième question. Le lac des Castors a été remis à neuf il y a quelques années. Pourtant, des enseignes qui stipulent de ne pas toucher à l'eau à cause de la présence d'algues bleues entourent toujours le lac. Avez-vous l'intention de trouver la cause de la situation et de la corriger? La réponse, c'est oui. De la même manière qu'il y a un plan de réaménagement ou de travaux qui sont prévus tant au niveau des marais. Hein. Il y a certains marais en bas du chalet principal, en haut de la montagne. Dans les chalets ici, entre autres, il y a des rénovations qui doivent être faites sur les bâtiments, mais également dans les milieux naturels, dont celui du lac des Castors. Parfait. La promenade fleuve-montagne, inaugurée dans le cadre du 375e, constitue un modèle très intéressant permettant de mettre en valeur les éléments culturels et patrimoniaux sur le territoire, tels que les paysages, monuments ou encore les œuvres d'art public. Pensez-vous continuer à développer ce modèle et à créer un véritable réseau de promenades urbaines à partir du Mont-Royal? Les promenades urbaines, c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Je pense qu'il faut s'assurer, parce qu'il y avait des bons éléments dans la promenade urbaine qui a été fait dans le 375e. Par contre, au niveau de la signalisation et même de l'art public, personnellement, je trouve qu'il y avait vraiment des manques flagrants. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre en valeur plein d'artistes locaux au gré du parcours. Et donc, pour moi, cette promenade-là, elle est intéressante. Et c'est un peu ce qu'on fait avec les couloirs verts. En fait, je dirais que c'est encore mieux parce que c'est des endroits où on va pouvoir faire des promenades, mais on va pouvoir voir également des sentiers de vélo. Donc, on utilise les emprises ferroviaires partout à travers la ville pour connecter certains grands espaces verts. Et ça, c'est la voie de l'avenir. Travailler des partenaires institutionnels pour pouvoir relier différents espaces. Parfait. Alors, la dernière question du public. Quelle est votre vraie première priorité pour la montagne et en quoi se distingue-t-elle de celle de vos adversaires?
Je vais vous dire que c'est vraiment de préserver les différents milieux. Puis c'est vrai que ça fait pas bling-bling, ça fait pas pow-pow de dire, tu sais, je vais pas, je sais pas moi, faire une grande sculpture sur leur Mont-Royal. Mais la force de la montagne, la raison pour laquelle c'est notre montagne, puis qu'on en profite à tous les jours et à toutes les saisons, c'est la préservation des milieux. Alors, j'ai envie de dire à tout le monde d'être tellement vigilants. Les Amis de la montagne font un travail remarquable pour s'assurer que les gens ne vont pas dans des endroits qui sont en revalorisation, mais il faut pouvoir respecter ça. Par la suite, ça va être ce qui touche la pratique des activités. Entre autres, l'hiver, j'ai eu une très belle collaboration pendant la pandémie pour faire plus de sentiers de ski de fond, de rendre le matériel de sport gratuit pour les 17 ans et moins, justement pour encourager d'utiliser la montagne à peu de coûts. Alors, pour moi, ça touche vraiment préserver le Mont-Royal et le rendre toujours plus accessible au niveau socio-économique, mais également au niveau de la sécurité. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions des journalistes? Oui. Bonjour, Mme Plante. Jérôme Labbé, Radio-Canada. La reconnaissance du Mont-Royal dans le registre patrimonial de l'UNESCO figure dans la plateforme électorale d'Ensemble Montréal. Est-ce que on n'a pas encore votre plateforme? Est-ce que ça figurera dans votre plateforme? Et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait dans les 4 dernières années, comme l'a évoqué M. Coderre tout à l'heure? Alors, la réponse, c'est oui. Mais vous savez, une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à avoir le statut, c'est qu'il y avait des éléments qui manquaient également. Et la montagne, si on veut qu'elle puisse se qualifier parmi le patrimoine d'UNESCO, il faut aussi s'assurer qu'on la protège. Il y a le titre, aller chercher le titre, mais pour y arriver, il faut qu'on ait mis les conditions gagnantes. Le travail qu'on est en train de faire avec le Royal Victoria, de remettre au Mont-Royal les stationnements, on va les verdir, on va redonner ça au Mont-Royal. On est en train de mettre les éléments pour amplifier la montagne, la rendre encore plus belle et la plus, agréable. Donc, je considère que notre administration, depuis 4 ans, en fait, on donne les moyens à la montagne de prendre toute son envergure et sa place au soleil, parce qu'il faut pouvoir s'en occuper. Et sur Royal Vic, vous pardonnerez mon ignorance, ce n'est pas le dossier que je maîtrise le mieux, mais selon ma compréhension, le site appartient essentiellement à la SIC et au gouvernement du Québec. Et à McGill. En quoi Montréal a vraiment son mot à dire sur l'avenir? Très bonne question. Alors, il y a beaucoup de sites excédentaires qui existent. C'était comme ça pour le Children, qui est le contre-exemple, en fait. Et notre administration a décidé que les sites excédentaires qui appartiennent au gouvernement du Québec, soit à la SIC ou dans le cas du Royal Victoria, c'est au ministère de la Santé. Plutôt que eux, ce qu'ils veulent, finalement, c'est un peu s'en débarrasser parce que ça leur coûte cher. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bien, je le mets sur le marché au plus offrant. La Ville de Montréal, après l'échec du Children, après avoir vu que le fiasco, que ça n'a pas eu de logement social, pas d'école, rien pour la communauté, alors que c'est dans le rapport de l'OCPM, on a dit on va s'en mêler. Et maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'avec les partenaires, on fait des critères, des conditions gagnantes, comme je le disais. Et pour vous donner un autre exemple, l'Institut des sourds et muettes et l'Hôpital Vigée de la Miséricorde, c'est la même chose. Des sites excédentaires, la Ville de Montréal a dit « Hey, gouvernement du Québec, avant de les vendre, là, au plus offrant à des promoteurs, voici ce qui doit être partie prenante du projet. Espace vert, terrain pour des écoles, un peu comme on a fait avec la Molson. Alors, c'est fini de laisser les promoteurs gérer la ville parce que c'était comme ça avant. Ça n'a pas de sens. C'est des grands ensembles, c'est notre patrimoine bâti, notre patrimoine, notre montagne. Pas question de laisser ça passer à des promoteurs qui vont construire en suivant certains objectifs, mais nous, comme ville, on doit respecter les objectifs et les besoins de toute la population. Merci beaucoup. On va passer peut-être avec une question en anglais. Hello. 2 questions, Madame Plante. First, will you please repeat in English a little bit of your intention to protect the mountain from encroachment from developments such as the Royal Vic? What is your plan to ensure that we keep this mountain green? Yes, I think what's important to keep in mind is that to develop the Royal Victoria Hospital site is good. What I'm against is to let it to promoters and not to bring forward the right conditions, the winning conditions. And that's the role of the City of Montreal. I am done with letting
amazing pieces of land, of amazing architectural pieces like Royal Victoria that is beside the mountain to promoters without even saying anything. This is what happened with the children, and I'm not playing in that movie again because I was then sitting on the city council. So what we're doing is we're putting the right conditions. For example, the Royal Vic, where we've asked them, and those conditions will be presented to the government of Quebec, and the McGill University agrees with them because they know it makes sense. We're asking that we keep as many, there has to be, the extra buildings have to be accessible to the public. It has to have this vision that it's not only condos, there has to be more access to the mountain, and some of l'aménagement, the development of the site needs to be thought out with the different partners of the mountain because they are they're really mobilized. Okay, and on another topic, Madame Plante, you said that you were inspired by Mount Royal Park when Yes. you decided to create the Parc de l'Ouest. Yes. These green spaces on the island, as you know, are few and far between. One major green space that conservation groups are trying to preserve now is the Techno Park, and Right. the city owns land there. What will you do to ensure that that land, which is about the size of Mount Royal Park, will be protected? So actually, we agree with the Technopark, and we've started negotiation with the federal government because some of the lands belongs to them. And another piece that is close to there is the Dorval Golf Park, for which I have to say Monsieur Coder and his team voted against. We did present a motion at the city council to protect those golf because they would be part of an entire territory, and they said no. So I think our dedication in doing everything we can to save every single piece of land is important. That being said, in that area, there's a lot of contamination, so it's not an easy one. It's a complex one, but we're dedicated in finding a But solution. the city owns land there. Yes, we do own a few pieces, but Will you protect them, keep them green? that's the goal, working with the federal government. That's what we want to do. Merci beaucoup pour les questions. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup, Madame Plante. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir Bonne pour soirée, tout le cette monde. performance. Merci beaucoup.